se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça mardi. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, on repart pour une petite preview les copains. On part pour une petite preview, pour un petit Argentine-Égypte aujourd'hui. À 22h, on a un petit Colombie-Suisse. Bon, c'est la dernière journée à 2 matchs. Hein. Ça y est, c'est fini. Après, on va passer avec un rythme plus normal d'un match par jour. Tranquillou, donc encore plus de temps pour faire des débats, tranquillou les copains. Donc là on y va, c'est dans une demi-heure qu'on a le coup d'envoi entre les deux équipes. Donc on va se poser la question qu'on pose traditionnellement depuis le début de ces 16e de finale et de ces 8e de finale aussi évidemment, qui on voit passer entre l'Argentine et l'Égypte. Même si sur le papier ça semble déséquilibré, je vous le dis direct, le match contre le Cap-Vert de l'Argentine rééquilibre vachement les choses chez moi. Voilà, je vous le dis direct. Voilà. Donc, comme d'habitude, on fait le débat ensemble, les copains. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à donner vos tendances, vos pronos. Allez-y, on est là pour faire le débat ensemble. Maintenant, comme je le dis d'habitude, si vous n'êtes pas là, je le ferai quand même. Et avec plaisir. Et puis, si vous découvrez la chaîne, comme d'habitude, allez-y. Vous pouvez, si vous découvrez la chaîne et que vous me voyez en flou, ça va peut-être pas être génial. Voilà, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de ça. Ça nous donne de la force et un peu de visibilité. Donc, allez-y les copains, la chaîne fonctionne super bien en ce moment. Donc, merci encore à vous. On y va, on continue. Bon, alors on voit qui passer. Cet après-midi. Est-ce que c'est l'Argentine, logiquement, parce que c'est l'équipe championne du monde en titre, ou est-ce que l'équipe qui a déjà surperformé, parce que l'Égypte en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026, elle a déjà surperformé. L'objectif, c'était déjà d'avoir une victoire, ils l'ont eu, sortir des poules, ils l'ont fait, passer un tour en match éliminatoire, ils l'ont fait. Donc, attention, il peut y avoir la décompression. Mais la décompression chez les Égyptiens, je sais pas comment vous dire, mais ça, j'ai du mal un peu à imaginer ça, la décompression chez les Égyptiens, surtout avec Osama Hassan sur le banc. Donc, pour moi, oui, sur le papier direct, l'Argentine est favorite. On va le regarder direct. Mais il y a un match à faire. Et attention, parce que les Égyptiens ont peut-être des arguments dans ce 8e de finale. Petit coucou à Elwes El Padrino qui nous dit allez les pharaons, yo. Eh ben yo mon copain. Toi tu vois les pharaons dans ce match? Du mal à les voir direct comme ça. Là, je partage les compos. Du mal à les voir direct, sachant qu'on n'a pas un marmouche. C'est ça un peu la
l'info principale. Je vais revérifier pour voir parce que j'ai réactualisé plusieurs fois pour voir si c'était bien le cas. Mais oui, on n'a pas d'Omar Marmouche. On n'avait pas d'Omar Marmouche. Je revérifie une dernière fois. Non, on n'a donc pas Omar Marmouche. On a bien Zico à la place aux côtés de Salah. Et on a SM Hassan, le joueur d'Oviedo, qui était rentré contre l'Australie, qui est titulaire. Donc, j'ai pas d'infos. Il est sur le banc, Marmouche. Donc, ça semblerait être plutôt un choix de l'entraîneur, un choix technique. Et là, pour le coup, choix technique, Marmouche, ça reste joueur majeur, en fait. Même s'il fait pas une super CAN, une super Coupe du Monde, pardon. Et la CAN, elle n'était pas non plus extraordinaire. Bon, il apportait, en fait. Il apportait depuis le début de la compétition. Alors, ok, il manquait de réussite si on veut, mais peut-être que là, l'option est de jouer sans véritable numéro 9. Donc, attention, ça peut nous donner des indications sur les motivations de notre copain Osama Hassan. Hein. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, Osama Hassan, c'est tout sauf la peau du beau jeu. Hein. Bien en place, bloc compact, et on essaie de mettre le plus d'intensité et perdre le plus de temps possible. Donc voilà, sinon pour le reste, c'est plutôt du classique, à part si Hafez il avait joué aussi. Défense Ibrahim avec Rabia, Annie sur le côté, milieu de terrain avec Lachine, Atia, Hassan comme je l'ai dit et Achour, et puis devant Zico et Salah. Ça ressemble quand même à une équipe qui va subir. Je vous le dis direct, ça se sent que du côté d'Osama Hassan, on n'a pas, je vous l'ai dit, on n'a pas forcément assumé le truc de on va battre l'Argentine par le jeu. En tout cas, quand on regarde les compos. Peut-être qu'après, je peux me tromper. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une autre lecture du match de la part d'Osama Hassan et il a peut-être une autre idée derrière la tête. Mais là, au moment où on parle, moi, je vous le dis, l'approche, elle est défensive. Alors, côté Argentine, parce que c'est aussi par eux que peut se débrider, on va dire, un peu la rencontre. Bon, Martinez est toujours dans les buts. Tagliafico remplace Medina qui était sorti blessé contre le Cap-Vert. On repart avec Martinez et Romero dans l'axe, Molina à droite. Donc c'est plutôt une défense classique pour les Argentins. Et c'est au milieu. Alors là, on va en parler, mais le milieu, moi je suis pas du tout convaincu. Mais alors, je suis pas du tout convaincu. Parce que dans ce milieu, les copains, on retrouve Paredes, De Paul, McAllister, Fernandez. Vous m'expliquez quel est le joueur qui peut arriver à passer sur les côtés là-dedans? Quel est le joueur qui va apporter un peu de vitesse là-dedans? Si on regarde les côtés, on a Tagliafico, Fernandez, Enzo, sur le côté gauche. Je vous le dis, Enzo, c'est pas un gars qui déborde. Et Tagliafico, comment dire, il y a quelques années, je dis pas, mais là, maintenant, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise dans un rôle de défensif. Donc, ce côté-là, il me paraît pas dingue. Et de l'autre côté, on a un Molina qui, oui, lui, est capable de pouvoir prendre, il y a la profondeur, non, mais qui est capable de pouvoir répéter les courses et de proposer des choses sur son côté droit. Et si on lui met Rodrigo De Paul devant, excusez-moi les copains, hein, mais ça va pas prendre beaucoup de vitesse. Et c'est pas rattrapé réellement devant. Parce qu'on a évidemment Lionel Messi qui est là. Et puis, on ajoute Julián Alvarez. Alors, je pense que c'est plus judicieux de partir sur un Julián Alvarez qu'un Lautaro Martinez pour accompagner Messi. Je pense. Sincèrement, je pense. Parce que, tout simplement, Alvarez te propose quand même autre chose que Lautaro. Lautaro, je le trouve emprunté sur cette Coupe du Monde. Vraiment. Il n'a pas été... et pourtant, il en a eu des opportunités. Hein. Enfin, des opportunités de jouer. Après, de se mettre en valeur, on l'a déjà dit et on va le redire.
Dans cette équipe, en fait, tu te mets pas en valeur quand tu t'appelles autrement que Lionel Messi. Tu es au service de Lionel Messi, c'est la tactique de Lionel Scaloni. Et peut-être que Lautaro, il a servi dans ces matchs-là pour faire briller Messi, mais on voit bien, Lautaro, il est pas sur une compétition où pour l'instant, il arrive à être une autre arme pour l'Argentine. Et face à cette Égypte, ok, c'est pas l'équipe la plus sexy, ok, c'est pas l'équipe la plus comment dire, la plus spectaculaire, la plus intéressante qu'on ait vue. Tout ça. Mais par contre, ce qu'elle a, c'est elle t'explique directement qu'elle va jouer en bloc bas. Donc, ce qui est sûr, je vous disais tout à l'heure, je peux peut-être me tromper, mais pour moi, l'Égypte va s'attendre à subir, va accepter de subir et va surtout tenter de faire la différence en phase de transition. C'est là où, pour moi, l'absence de Marmouche est un vrai, pas handicap, mais un vrai problème, parce que c'est lui aussi qui peut t'amener cette profondeur. Donc, je comprends pas tout de la compo égyptienne. Par contre, je pointe directement, je vous le dis, les incohérences du 11 argentin. Pour moi, ça colle pas, en fait. Il y a trop de joueurs d'axe, trop de joueurs qui pas dans le même profil, parce que McAllister, c'est pas la même chose que Paredes, surtout en 2026. Mais de l'autre, retrouver Paredes plus de Paul et avec Enzo Fernandez et McAllister, j'ai l'impression que c'est deux paires de double pivot. Donc en fait, avec deux paires de double pivot, plus Messi devant, elle est où la profondeur que tu vas avoir? Elle est où les demi-espaces que tu vas pouvoir attaquer et où tu vas peut-être pouvoir essayer de les déstabiliser? Parce que cette défense égyptienne, si elle est placée en bloc bas, les copains, il va falloir quand même essayer de tenter quelque chose de différent. Là, pour moi, il y a trop de profils défensifs. Donc, soit Paredes, soit De Paul, mais t'en gicles un des deux. C'est pas possible. Et ouais, c'est le Padrino qui nous dit non, je vois l'Argentine, mais je veux voir Messi rentrer chez lui. T'es pas le seul. Maintenant, voilà, on va se poser 2 secondes sur cette question-là parce que je l'entends et il y a même des gars qui sont sur la chaîne qui pensent un petit peu comme toi. Les gars, vous trompez pas. Que Messi soit maintenant devenu un peu le joueur FIFA par excellence, le joueur qu'on essaie de mettre dans les meilleures dispositions et tout ça, je suis pas aveugle, je le vois. Je vois bien qu'on essaie de faire, je le dis, de le mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, nous trompons pas, quoi. Vraiment, c'est le GOAT, hein, les gars. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, que tu veuilles le revoir rentrer chez lui, aller pour le troll, je peux comprendre. Vraiment, je peux comprendre. Mais de l'autre, on a le meilleur joueur du monde et de l'histoire qui est en train de nous faire sûrement, et j'espère même, sa dernière Coupe du Monde. Moi, j'avoue, je te cache pas, j'ai pas envie qu'il rentre le plus vite possible chez lui. Par contre, si l'Argentine nous propose ce qu'elle nous a montré contre le Cap-Vert, honnêtement, j'aurais aucun mal à dire, bah écoute, Messi, c'est bien, mais là, faut que tu t'arrêtes parce que ton équipe, elle peut pas. Mais vouloir que Messi rentre chez lui et que ça s'arrête, j'avoue, je suis peut-être un peu insentimental, mais j'ai pas envie. En tout cas, pas là tout de suite sur un match Argentine-Égypte. Voilà. Attends, si l'Égypte mérite, je serais le premier à le dire, hein. Mais ça me frustrerait que ça se termine sur un Argentine-Égypte en 8e de finale. Voilà, au moins un quart de finale, voire une demi ou une finale. Mais pas que ça s'arrête comme ça. Voilà, reprenons un peu la compo. Sur la compo, moi, je vous dis, je pointe les incohérences de l'Argentine. Et j'ai pas peur de dire que avant le coup d'envoi, je suis pas rassuré, hein. Je suis pas rassuré. Alors, je suis pas argentin, j'ai pas de famille argentine, j'ai pas d'origine argentine, donc j'ai rien à gagner ou pas. C'est juste, si j'étais argentin, avant le match, bien sûr, je me dirais que sur le papier, on est favori parce que il y a une bonne partie des joueurs qui sont supérieurs à ce que propose l'Égypte. Donc la fameuse étude du papier, à son poste, tu choisis qui et tout ça, pas de problème, c'est les Argentins qui l'emportent. Maintenant,
On le dit, les copains. Il y a le terrain avec le papier, il y a les stats. Et sur les stats, bien sûr, faut nuancer, comme d'habitude, entre les adversaires que tu rencontres, les équipes et les styles d'équipe que tu joues. Maintenant, on va être clair. L'Égypte, elle n'a pas eu non plus elle n'a pas eu de son côté une grosse adversité. Le plus gros adversaire qu'elle ait joué, c'est la Belgique, qui en plus, dans cette compétition-là et à ce moment-là de la compétition, était encore à la recherche de son match phare, de son match important et tout ça. Donc c'était pour le premier match. Sinon, c'est l'Iran, Nouvelle-Zélande et Australie. On peut pas dire vraiment que l'Égypte allait affronter des cadors. Donc ça permet de nuancer. Et l'Argentine aussi, de son côté, c'est pareil. Parce que jouer l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie et le Cap-Vert, on peut pas dire qu'il y a des cadors. Donc, on va dire, on est à peu près à égalité là-dessus sur les stats, sur les pédigrés des adversaires rencontrés. Après, sur les stats purs, bah évidemment, l'Argentine est au-dessus, il y a plus de matchs, il y a plus de buts marqués, moins de buts encaissés. Évidemment, un meilleur taux de possession, même si je remarque que l'Égypte a quand même eu 55% du temps la possession de moyenne sur cette Coupe du Monde. Pour ceux qui suivent assidûment la CAN depuis des années, je vous le dis, le 55% de possession de l'Égypte, c'est pas tous les matchs, hein. C'est pas tous les matchs. Et là, on parle d'une moyenne. On parle pas du dernier match contre l'Australie. En moyenne, ils ont 55% du ballon. Là, comme je vous l'ai dit, je pense que sur ça, on va vite retrouver la normale avec une Égypte qui aura moins de 50% du temps le ballon. Mais depuis le début, c'est quand même ça. Parce que l'Argentine a eu plus le ballon qu'eux. Et puis après, il y a 2 clean sheets du côté argentin, il y en a 0 du côté égyptien. Et puis après, c'est d'autres stats de duels remportés par match qui sont plutôt à égalité. Le nombre de cartons rouges, il n'y a pas de carton rouge pour les 2 équipes. Voilà. Donc sur les stats, c'est plutôt avantage à l'Argentine, mais c'est pas non plus d'une énorme tête. Il y a une meilleure défense parce qu'il y a 2 clean sheets là où l'Égypte en a fait 0. Plus de buts marqués. Après, t'as un Lionel Messi on fire sur ce premier tour, donc ça peut aussi t'aider, mais n'empêche que voilà, il y a ça. Sur les stats, ça nous confirme un peu que l'Argentine est au-dessus. Mais pour moi, je vais vous dire, hein, le vrai truc qui rééquilibre les choses, c'est Scaloni. Parce que moi, j'ai pas peur de vous le dire, les copains. Pour moi, il maîtrise pas du tout la tactique de l'Albi Céleste. Il maîtrise pas du tout. Il est dans la réaction plutôt que l'action. Il est dans la... Alors, il n'est pas encore dans le coaching à l'émotion. Parce qu'il nous l'a fait pendant 2022. Espèce de coaching où il fait 50 fois son signe de croix, où il a pas l'air une demi-seconde convaincu parce qu'il est en train de nous proposer. Il en est pas encore là. Maintenant, je vous le dis, les copains, regardez le match contre le Cap-Vert, il semble maîtriser rien du tout. Il semble rien maîtriser du tout. Et puis, il y a l'attitude sur le banc, c'est une chose. Mais alors, je vous invite à aller regarder le coaching et les remplacements qu'il va nous inventer. C'est pas bon. C'est pas bon. Je vous le dis, moi, depuis le début de cette compétition, je me suis un peu fait avoir, comme tout le monde, je pense, par ce premier tour de l'Argentine, en me disant, bon, ils battent tout le monde, ils mettent plutôt, alors pas des tatanes, mais le 2-3 buts d'écart qui est validé. Bon, voilà, ils sont repartis pour un tour. Et je pensais naïvement que le premier tour, c'était aussi l'occasion de mettre Messi en valeur, de lui mettre, encore des buts et tout ça, mais qu'on allait passer un peu sur autre chose pour les matchs à élimination directe. Et non, il nous a refait la même. Il nous a refait exactement la même. Donc tout sur Messi. Et est-ce que cette tactique qui, je vais pas vous dire, pendant des années, ça a fonctionné. Et même en 2022, ça a fonctionné. Mais là, en 2026, avec Messi qui se rapproche des 40 piges, vous voyez vraiment
que le tout pour Messi, ça peut encore fonctionner. Moi, j'ai des doutes. Hein. Moi, j'ai vraiment des doutes sur cette façon de voir la compétition de l'Argentine. Hein. Non. En plus, l'Argentine, faut arrêter. Il y a des joueurs. Hein. Là, par exemple, quand on voit qu'il va nous mettre un Rodrigo de Paul ce soir, donc je sais pas si les joueurs vont être vraiment alignés comme je vous le partage sur le live. Mais s'ils sont alignés comme ça, mais tu sais que t'as un Giuliano Simeone hein, quand même sur le banc. T'as un gars qui peut t'amener cette grinta, cette envie, ce que tu demandes là, mais qui va aussi t'apporter peut-être de la vitesse sur son côté. Là, tu repars avec deux pôles, putain, mais Paredes deux pôles, quoi, encore. Ne pas comprendre que ce duo qui a fonctionné, qu'on le veuille ou non, ça a fonctionné en 2022. Mais ne pas comprendre qu'en 2026, putain, c'est plus risqué, les deux, ils ont 4 ans de plus, et c'est pas des joueurs qui avaient, je parle pas de joueurs qui avaient 22 ans, donc ils sont passés à 26, il y a globalement pas de problème, au contraire, il y a que des avantages. Là, on parle de gars qui ont la trentaine, qui viennent de prendre 4 ans de plus, et je suis désolé, mais Paredes plus de Paul, c'est pas possible. J'ai rien contre Boca, hein. J'ai rien contre l'Inter Miami, hein. J'ai encore moins, hein, rien contre Boca, mais le niveau de compétitivité des deux clubs dans lesquels ils se trouvent les deux, waouh, c'est pas possible, quoi. Et puis, sérieux, Enzo et McAllister, tu peux véritablement les installer en double pivot, mais bon, après, faut avoir une réflexion tactique derrière. Et ça, bah, je vous le dis, il y a pour moi un vrai handicap dans cette sélection argentine, c'est le coach. Alors, c'est ultra particulier, hein, parce que le coach, le fameux coach en question, il est champion du monde, il a gagné 2 fois la Copa América. Donc, il pourrait me dire, écoute, t'es bien gentil, Jajaï, mais je sais ce que je fais, je la maîtrise, la tactique. Bah ouais, mais sauf que le dernier match qu'on a pu voir contre le Cap-Vert, hein, je parle bien du Cap-Vert, je parle pas d'une équipe dominante, je parle pas d'une nation forte de la Coupe du Monde, je parle d'une équipe qui a découvert la Coupe du Monde pendant ce mondial 2026. Je parle d'une équipe qui je sais même pas la valeur marchande de tout l'effectif, je sais même pas si on est à 15 millions d'euros. Bon, j'abuse peut-être, mais vous m'avez compris. Donc j'ai vu moi cette équipe d'Argentine flipper jusqu'au bout, pas être en capacité d'aller chercher le deuxième but, se contenter d'un 1-0 pénible contre le Cap-Vert. Donc moi, je suis désolé, mais de ce que je vois de cette Coupe du Monde, je parle pas d'avant. On n'est pas en train de faire la preview des matchs de 2022. Hein. On est en train de parler des matchs de 2026. Et on se réfère sur quoi? Bah oui, sur les matchs que l'Argentine nous a produits depuis le début de la Coupe du Monde. Donc ok, on peut se faire avoir sur le premier tour en disant « Ah ouais, c'est fort, Messi, waouh, Scaloni, ok, bien joué. » Thiago Almada, c'est un bon choix. Thiago Almada, je suis désolé, 3 matchs, on se l'est tapé. J'ai pas vu la plus-value d'un Thiago Almada, hormis avoir laissé passer le ballon sous ses jambes pour le premier but de Messi contre l'Autriche. Hormis ça, j'ai pas une image de Thiago Almada. Et on parle de l'équipe d'Argentine qui normalement doit avoir des joueurs offensifs et doit pas se référer à Messi de cette manière-là. Parce qu'après, l'Argentine l'a fait hein, dans son histoire. Hein. Elle l'a fait avec Léo déjà, mais elle l'a fait évidemment avec Diego. Hein. Donc, c'est pas le problème. Il faut voir au moment auquel tu le fais. Il faut voir au moment dans lequel tu le fais. Là, en 2026, pour moi, c'est beaucoup trop risqué d'avoir un all-in sur Messi. Et allons-y, il va nous faire pareil quand il a le même niveau qu'en 2013-2014 et il va pouvoir nous enchaîner les buts, les pertes, tout seul. Bien sûr qu'il est extraordinaire encore. Moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Je l'ai dit, j'aime le ballon, donc forcément, j'aime Léo Messi. Donc, c'est pas un problème avec lui. Là où j'ai véritablement un problème dans cette histoire, c'est de me dire, mais oui, il y a pas d'autre plan que tout sur Messi. Donc là, il change, il met Alvarez. Ok, tant mieux. Parce que vraiment, je vous dis, la formule Lautaro Messi, à part mettre en valeur Messi et vraiment, j'ai pas senti un jeu, on va dire une complicité évidente entre les deux.
Mais heureusement que là, ce soir, enfin, cet après-midi, il nous met Julian Alvarez pour tenter quelque chose. Parce qu'avec la rentrée de Paredes à la place d'Almada, c'est moi vous dire que, voilà, on risque pas forcément d'avoir du gros jeu. Enfin, je comprends pas. Quand tu as autant de joueurs dans un effectif, je sais pas, mais c'est pas normal, moi, en fait. Et ça, on n'en parle pas parce que les résultats sont là pour l'instant, donc ça passe. Mais les gars, vous avez des Valentin Barco dans l'effectif. On a un Barco qui joue pas. Expliquez-moi ce qu'il peut pas faire de. Même un Lo Celso, je suis désolé. Ezequiel Palacios, bon, c'est autre chose. Nico Gonzalez, Giuliano Simeone, Nico Paz. Ah ouais, j'avais oublié, les gars. Non, mais j'avais oublié, les frérots. Les frérots, attendez, là, je viens de me remettre une cartouche. Mais là, les gars, il y a un Nico Paz dans l'effectif. Et tu joues encore avec Paredes quand tu vas jouer un putain de bloc bas, parce que là, fallait. Je vais peut-être me tromper, peut-être que l'Égypte va vouloir jouer absolument très haut et ils vont vouloir me faire mentir. Mais ce soir, tu vas jouer un bloc bas. Donc un Nico Paz, il peut pas t'aider. Non, un Paredes, il va t'aider. Avec sûrement une Égypte qui va jouer dans son camp. Bah ouais, Paredes, il va t'aider. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Il va t'aider de dingue. Pour déstabiliser, ouais. Ah oui. Pour mettre des claques, ouais. Pour mettre des gifs, ouais. Pour peut-être aussi, parce que c'est un joueur de foot, peut-être aussi faire des frappes de loin. Ok, je veux bien entendre. Mais là, proposer encore cette compo-là avec les joueurs que tu as quand t'es Scaloni. Voilà, on va attendre. Peut-être que c'est lui qui a raison. Il va peut-être l'emporter 3-0 ce soir et faire une masterclass. Et je serai le premier à dire bravo, Lionel. Bravo. Mais là, vraiment, ce que tu nous proposes et ce que tu sembles maîtriser de cette équipe, franchement, ça me dégoûte. Je suis pas argentin, mais vraiment, c'est vraiment pas génial. C'est vraiment pas génial. Et pour terminer ce débat, à la base, l'Égypte, elle n'a pas vraiment pour moi une chance dans ce 8e de finale parce que c'est trop déséquilibré et parce que l'Argentine a toutes les armes pour être supérieure à son adversaire, tous les postes, tout ce que vous voulez. Mais vu l'approche du match contre le Cap-Vert, là, la compo qui est posée ce soir, et je vous le dis, si l'Égypte, elle croit en ses chances, elle peut faire une surprise ce soir. Je ne la miserai pas véritablement. Philosophiquement, pas philosophiquement, spontanément, je partirais, voilà, assez peut-être naïvement sur l'Argentine parce que vous pouvez pas faire pire que ce que vous avez fait contre le Cap-Vert. Donc là, contre l'Égypte, vous allez vous remonter. Maintenant, là, je regarde la compo, je vois les signaux et je vois les joueurs qui sont alignés et l'approche, en tout cas, du 11 aligné me fait dire l'Égypte, si elle tient le match, si tu as un Marmouche qui vient rentrer à 0-0 à la 60e, tu peux commencer à les faire breaker. Vraiment, tu peux commencer à les faire breaker. Donc, spontanément, non. L'Égypte n'a pas une vraie chance dans ce 8e de finale. Maintenant, ça va être une bataille tactique. Et comme je vous l'ai dit, vous avez, je pense, entendu, la bataille tactique, c'est pas notre ami Scaloni, pour moi, qui va la maîtriser et qui va forcément la gagner d'office. Donc pour moi, le match est beaucoup plus ouvert que ce qu'il n'y paraît, malgré le terrain, malgré le papier, malgré les stats et malgré tout ça. Donc maintenant, ça va bientôt commencer le match. Donc on va partir. On est obligé de donner un petit prono et de se positionner. Donc moi, je vais essayer d'être positif et de me dire que cette Argentine ne peut pas faire pire que ce qu'elle nous a proposé et que même avec ce 11 de l'enfer, ce milieu de l'enfer, elle va nous proposer autre chose. Et puis, c'est pas interdit qu'il y ait du coaching. Donc, je vais miser là-dessus. Et je vais me dire que l'Argentine va réussir à marquer le premier but, déverrouiller un peu le tout
et puis être un peu plus offensive et un peu plus ambitieuse. Donc, résultat, elle va aller chercher un 2-0 et puis peut-être que les Égyptiens se découvriront sur la fin, histoire de marquer un but et on finira peut-être à 2-1. Donc, je dirais 2-0 ou 2-1, mais pas véritablement emballé. En tout cas, c'est pas avec ultra conviction que je vous dis que je vois l'Argentine passer. Je les vois passer parce que la tactique, je pense, employée par Osama Hassan va être trop défensive et je pense pas que ça puisse tenir. Mais par contre, une bonne partie du match, tenir le 0-0, je pense que c'est possible. Mais à l'arrivée, allez, faut se positionner. Je vois l'Argentine passer. Mais vous l'avez compris, j'ai pas été rassuré du tout par le dernier match et surtout la compo qui nous a encore sorti. Donc, ça sera le terrain qui décidera. Voilà les copains, je vais aller me mettre devant le match. Je vais faire sûrement comme vous qui devez vous y mettre. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci à Elwes et à El Padrino d'avoir participé. On reviendra tout à l'heure après le match pour faire le débrief, pour faire la preview du Colombie-Suisse, faire le débrief. On est encore lancé sur une grosse journée sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas, comme le live va être dispo, à commenter, à liker, à partager, vous abonner, je vous le dis à chaque fois. Ça permet de me donner plus de force et plus de visibilité, les copains. Et puis, si vous êtes déjà abonné, vous savez ce que je veux vous dire. Vous gardez en tête que ces copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.